Est-ce que vous êtes tous là? Corps et âme. Parce que le corps, c'est une chose, on l'a dit, mais l'âme, c'est quand même hyper important. Moi, je fais ça, tu sais, avec mes formations en entreprise. Est-ce que vous êtes là, corps et âme? Ça marche, corps et âme. Ils me disent, oh ben le corps, ouais, l'âme. C'est ça, être sûr d'en avoir une. Ça, je ne leur pose pas la question. Alors, me revoilà pour vous présenter cet après-midi les travaux. Alors, c'est pas moi qui vais les présenter, hein, c'est chaque rapporteur de chaque labo qui va présenter. Mais l'idée, c'était qu'on puisse partager nos réflexions, la manière dont on a abordé les valeurs autour desquelles on s'est retrouvés les uns les autres. Et puis qu'on regarde un instant quand même cette fresque. Donc, on la reprendra tout à l'heure. On a de mémoire 5 valeurs, 5 labos, c'est ça? 4. Ah, on est à la baisse. Ok, 4. Parce qu'il y a eu une valeur, un labo qui n'a pas eu trop de succès, qui n'a pas attiré. La créativité. Voilà. Oui, c'est ça. C'était peut-être une manière de dire on veut garder ça pour un J2. C'est plutôt une bonne idée. Super. Alors, qui aurait envie, quel est ça peut être nous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, qui a envie de raconter ce qui s'est passé dans son laboratoire? D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer avec Bruno. J'ai désigné Bruno comme rapporteur. Donc, Bruno, il a été adorable. Toi, tu vas faire ça sans papier, sans rien, avec ta tête. Bravo. Bravo, champion. Moi, franchement, je dis bravo. Extra. Et tu as tous les encouragements du public. Extraordinaire. Donc, nous étions dans le même laboratoire. On a parlé de délicatesse. Je vais te donner la parole pour que tu expliques ce qu'on a fait, les questions qui se sont posées, et puis peut-être que tu donnes des éléments de réponse. Et si jamais d'autres membres du groupe avaient envie d'ajouter quelque chose, de te soutenir, de t'aider ou autre, on se permettra de le faire. Ça te va? Ouais, 5 minutes, c'est bon? C'est pas mal 5 minutes déjà, hein, on en dit des choses. Merci. Nous avons travaillé sur le thème de la délicatesse. On a réfléchi d'abord sur le champ lexical de la délicatesse pour réfléchir à quoi est-ce que cela renvoyait quand on entendait le mot délicatesse. Euh, Ce qui a été dit, c'est que voilà, quand on entend le mot délicatesse, ça renvoie d'abord à l'idée de la finesse, de la douceur, de faire attention. Et, euh, et on s'est posé aussi la question à savoir qu'est-ce que la délicatesse, après avoir énuméré quelques éléments champ lexical de la délicatesse. Et on a défini la délicatesse comme une attitude, une écoute attentive vis-à-vis de la vulnérabilité de l'autre qui est en face, en fait. Donc, ce qui en est ressorti, c'est que dans la délicatesse, il y a en fait l'invitation à faire attention à la possibilité qu'il y aurait à blesser l'autre ou à aggraver la vulnérabilité de l'autre qui est en face, c'est-à-dire notamment du soigné. Donc ça, c'est comme ça qu'on a défini la délicatesse. Et on a cité par exemple Roland Barthes en montrant en fait que la vulnérabilité en fait renvoie aussi chez lui en fait à la capacité à introduire de la nuance en fait, en opposition notamment à ce qui peut être considéré comme étant de la brutalité ou de l'extravagance par exemple. Ensuite, on s'est interrogé sur les caractéristiques de la délicatesse. Bon, c'est vrai que ça peut faire une tautologie, définir la délicatesse et énumérer quelques éléments caractéristiques de la délicatesse. Mais il en est ressorti des caractéristiques de la délicatesse que, voilà, elle implique par exemple une attitude de bienveillance, une attitude qui consiste à rechercher le juste milieu, la juste mesure, pour reprendre par exemple Aristote, face à une situation qui pourrait être complexe, qui pourrait être difficile à résoudre en fait. Donc il s'agit de s'interroger sur la juste mesure qui peut être adoptée pour trouver une solution face à une situation qui peut être difficile à résoudre en fait. Et par la suite, on s'est posé la question, pour aller rapidement, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour maintenir la délicatesse en fait. Quelles sont les conditions de possibilité
de la délicatesse, par exemple, dans les pratiques de soins. Bon, ce qui est ressorti globalement, c'est que pour pouvoir maintenir la délicatesse dans les pratiques de soins, déjà, il faut avoir la bonne intention de la pratiquer, puisqu'elle n'est pas, par exemple, à l'instar du care, c'est-à-dire comme c'est le cas avec le care, par exemple, elle n'est pas une attitude qui se représente chez certains et pas chez d'autres. Donc, c'est beaucoup plus une disposition qui existe chez chacun d'entre nous et qu'il s'agit de travailler sur soi et avoir la bonne intention de l'exprimer ou de la mettre en pratique dans la relation avec l'autre. C'est comme ça qu'on a la première condition, en fait, qu'on a de possibilités de la délicatesse. Ensuite, on a dit, en fait, qu'il faut considérer la délicatesse comme étant une ressource précaire et fragile qu'il faut préserver puisqu'elle ne va pas de soi. Et si elle n'est pas une injonction, elle est une invitation à une co-responsabilité, à la pratiquer et à la mettre en œuvre au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, bravo. Attends, reste là. C'était top, hein. Alors déjà, est-ce qu'il y en a dans le groupe qui veulent ajouter quelque chose ou pas? Est-ce que ça vous va? On a dit que l'enjeu de la délicatesse, c'était la reconnaissance et la valeur accordée aux sensibles. Hein. Voilà. Ah, j'ai cru que vous leviez la main. Ah oui. Non, je reconnais que vous ne faites pas partie du groupe. Bouge pas. Tendance à vouloir être tendre que délicat. Enfin, c'est-à-dire que on pourrait se contenter de réifier le patient comme quelque chose de délicat, comme on toucherait une porcelaine délicate ou que sais-je. Alors que la tendresse, elle nous engage encore plus à la responsabilité, à la vulnérabilité, à l'échange, à la relation du singulier et de la personne, me semble-t-il. Bon, merci, c'est une question simple, ça encore, non? Alors peut-être, mais Jean-Philippe, tu pourras compléter sans doute ou voir... préciser ce que je veux dire. Il me semble que dans la tendresse, il y a quelque chose d'encore plus intime que dans la délicatesse. Je peux faire preuve de délicatesse ou essayer de faire preuve de délicatesse sans être dans une relation intime. Or, la tendresse, elle va convoquer tout de suite l'intime. Allô, docteur? On est deux docteurs. Enfin, je dirais ça a priori. Après, il faut sans doute aller creuser. Peut-être que la tendresse est quand même cousine de la délicatesse, mais dans un univers professionnel, et si on essaye, bien sûr, parfois on a une affinité particulière avec la personne qu'on a face à soi, mais on ne l'a pas avec toutes les personnes que l'on a dans la question du soi. Et il me semble que la délicatesse, on pourrait l'avoir, on devrait la mettre en œuvre avec chacun, chacune, et que la tendresse, elle va venir parce qu'il y a une relation particulière, quelque chose qui s'est créé, qui s'est autorisé, et qui va plus loin dans l'intimité partagée. On en reparle, hein. Tu vas rajouter quelque chose, mais je voudrais que tu nous dises qui tu es, parce qu'en fait, à part Bruno, on ne sait même pas qui t'es. Ah oui. Et ça ne va pas du tout. Je suis Bruno Cueté. J'ai soutenu ma thèse il y a 2 ans, en 2023, à l'Université catholique de Lyon. L'Université catholique de Lyon en co-tutelle avec l'Université de Tchang, au Cameroun, c'est en Afrique centrale. J'ai fait une thèse sur la question de la souffrance et les soins palliatifs, en m'interrogeant notamment sur la question de la représentation du sens et de la temporalité dans le soin en fin de vie. Si tout se passe bien, j'ai fait la demande d'intégrer la chaire valeur du soin parce que en fait, les thèmes qui sont abordés par la chaire sont propres en fait à mes thématiques de recherche. Parce que par ailleurs, j'ai écrit aussi quelques articles sur la question du care, sur le soin en fin de vie, sur les soins palliatifs. Donc voilà comment je pourrais me présenter. Oui, je voulais ajouter quelque chose pour la question que vous avez posée. Oui, en fait, c'est vrai, le rapport qu'on peut avoir avec un être vulnérable n'est pas le même qu'on peut avoir, par exemple, avec la délicatesse, à laquelle on peut être invité à faire attention quand on manipule, par exemple, les objets, comme vous avez dit. Mais comme Jean-Philippe Pierron l'a dit tout à l'heure, dans le monde hospitalier, il y a des personnes qui prennent soin de tout le matériel médical qui est fragile et sur lequel il est marqué « attention, fragile ». Mais ce n'est pas la même chose lorsqu'on est dans un rapport
ou dans une relation avec un être soigné, en fait, c'est-à-dire avec une personne. Donc, et là, c'est une approche, on va dire, phénoménologique qu'on retrouve par exemple chez Husserl, quand il dit que le rapport aux choses n'est pas la même chose que le rapport aux êtres humains, par exemple, en fait. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais la délicatesse, si parfois elle peut être invoquée pour traduire l'attention qu'il faut faire en fait, qu'il faut avoir dans la manipulation de certains objets fragiles. Mais dans le domaine de la relation de soins, la délicatesse renvoie beaucoup plus à quelque chose, à un appel en fait à l'humanisation de la qualité de la relation et à la prise en compte du risque qu'il y aurait en fait à blesser l'autre ou à aggraver la vulnérabilité de l'autre. En fait, on ne peut pas blesser un objet, on peut peut-être l'abîmer, mais parce que les objets, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de représentation, ils n'ont pas de vécu. Mais c'est bien le cas pour la personne humaine. Donc, je pense que si on peut utiliser le même terme délicatesse, mais il n'a pas le même contenu et le même sens dans les deux contextes, dans les deux, je veux dire, en fait. Voilà. Pas mal, merci. Mais juste pour dire le contraire de ce que tu viens de dire, par plaisir, hein. Il y a un poète qui a écrit au 19e, et ça doit être Lamartine dans le lac, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Voilà. C'était comme ça, un petit reste littéraire. Merci beaucoup, Bruno, merci infiniment. Alors, qui est le rapporteur du prochain groupe ? Ah, t'es visée. Ça va encore parce qu'on se connaît, donc t'es encore à l'aise. Donc, Katia, tu étais dans quel groupe et que veux-tu partager ? Tu nous diras aussi d'où tu parles, un peu qui tu es. Je commence par qui je suis. Comme tu veux. Plutôt à la fin, alors. Alors, on a suivi un laboratoire, un labo qui était intéressant dans la mesure où moi j'ai découvert une notion que je ne connaissais pas du tout, qui est la biographie hospitalière, honorablement représentée par sa présidente Myriam et deux de ses biographes hospitalières, Cécile et Florence. Alors, qu'est-ce que c'est que la biographie hospitalière ? Elle est née, c'est une proposition en fait du corps soignant et qui s'adresse aux patients en fin de vie, donc qui sont en soins palliatifs. Ces patients en fin de vie décident ou non d'accepter et de s'impliquer dans cette relation avec la biographe pour faire le récit d'une vie, de souvenirs, de sujets qui l'ont habité toute sa vie. Et cette relation va accoucher d'un livre, un livre qui va être relié, mis à l'honneur et qui va être passé ensuite à la famille, les descendants du ou de la disparu. Donc c'est en quelque sorte la dernière voix que les descendants vont entendre de la personne aimée et disparue. C'est à la fois donc important pour le patient parce que cette relation qui est tout aussi importante d'ailleurs que le livre, c'est la relation entre la biographe et son patient. C'est important donc pour le ou la patiente en fin de vie parce que cette relation la replace au centre même en fait de sa vie. Ça va être un témoignage qui va aussi lui permettre de terminer sereinement cette existence et puis de prendre conscience d'un certain nombre de choses grâce à ce récit. Alors, la biographie hospitalière, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas considérée comme un métier, mais c'est en train de le devenir, puisqu'il y a une formation donc, qui voit le jour à Toulouse, sous la forme d'un DU, mais c'est également un métier qui continue à se qualifier par le travail de ses membres
et qui va devenir un métier à part entière parce qu'il a fait ses preuves, il continue à faire ses preuves et il fait la preuve effectivement de toutes ses vertus en tant que soin complémentaire, on dira, mais voilà, on se donnera la liberté de dire que oui, c'est complémentaire aux différents soins qu'on peut trouver à l'hôpital. Alors, bon, je suis Katia. J'ai failli dire les mots pour le dire parce que je suis une vraie boumeuse dans tout ce public de doctorants. Mais non, j'ai fait pas mal de métiers, notamment dans de l'animation de réseaux d'entreprises. Et puis en fin de parcours, je me suis improvisée rédactrice parce que j'ai toujours aimé écrire. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis jointe à votre labo. Et aujourd'hui, je travaille en tant que bénévole pour une organisation qui s'appelle MO Transition. Et je suis passionnée par le sujet des transitions de vie. C'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup, Katia. Biographie hospitalière, ça valait vraiment la peine de faire connaître au plus grand nombre et de toujours faire mieux connaître en fait cette activité qui a un sens particulier et qui porte sur l'existence et pas sur le bio, en fait, pas sur les éléments de vie corporelle, mais bien sur ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, traversé, qui nous a entourés, qui était là, qui n'était pas là, etc. On pourrait en parler longtemps. Merci beaucoup. Prochain atelier. Alors là, oui. Quel est votre prénom? Hugo. Hugo, vous étiez dans quel atelier? Celui sur le souci du soin et le soin du souci. Vous étiez avec Sonia. C'était pas mal, non? D'accord. Donc Hugo, vous allez déjà nous dire d'où vous parlez, juste en quelques mots qui vous êtes, et puis nous raconter ce qui s'est passé dans l'atelier. Donc moi je suis Hugo Rougon, je suis étudiant en dernière année d'ostéopathie, diplômé dans quelques jours. Et je vais poursuivre mon cursus initial par un Master 2 à Lyon 1 en neurosciences. Voilà, j'aimerais par la suite poursuivre dans le milieu de la recherche. C'est pour ça que cette notion d'éthique et d'éthique du soin sont des sujets qui me tiennent à cœur et que j'aimerais continuer à développer au fur et à mesure. Donc au sein de ce labo, on s'est questionné sur la notion du souci du soin. Donc on a déjà commencé par un peu le définir, qu'est-ce que c'était le souci du soin, et que c'était déjà une notion qui était à l'équilibre entre différents concepts, notamment l'empathie, la bienfaisance et aussi la notion de disponibilité. Et on a notamment pas mal échangé sur cette notion de disponibilité. Qu'est-ce qu'était la disponibilité? Et donc on a fait le distinguo entre disponibilité physique, le fait d'être présent, et surtout la disponibilité psychique. Parce que prendre soin de quelqu'un, c'est pas un acte qui est passif, c'est un acte qui est cognitif, qui est actif. Et on n'est pas toujours disponible à être prêt pour entamer cet acte-là. Et dans le même sens, pour le patient, il faut que le patient soit disponible à recevoir le soin, ce qui n'est pas toujours le cas, en fonction du contexte de vie, de la pathologie, et au moment où il est dans son parcours de soins. Donc c'était un peu une discussion autour de cette disponibilité, dans quel contexte elle était plus ou moins présente, notamment en psychiatrie, où les patients des fois ne sont pas forcément disponibles à recevoir un soin, alors qu'en soi, le soin est adapté et leur convient. Et du coup, en lien avec cette disponibilité, on a évoqué aussi le concept de vulnérabilité. La vulnérabilité en tant que condition humaine universelle, qui est propre à chacun, mais aussi la vulnérabilité dans le soin, qui est du coup réciproque et systématique. Le fait d'entamer une prise en charge et de prendre soin de quelqu'un, on s'expose à lui, on émet une vulnérabilité, et dans le même sens que le patient qui nous présente sa symptomatologie et ses symptômes, nous présente aussi sa vulnérabilité. Donc dans le cadre d'une thérapie patient-centrée qui est pas paternaliste et justement prend en compte son contexte de vie, antécédents de chacun, cette vulnérabilité, on ne doit pas en profiter. On doit en avoir conscience, savoir qu'elle existe, la repérer, mais pour autant, que ce soit pour le patient ou pour le thérapeute, ne pas en tirer profit. Du coup, justement, pour illustrer un peu cette notion de vulnérabilité, on a vu une vidéo d'un hôpital à Cleveland qui justement ont montré des patients et des soignants en illustrant un peu leurs pensées actuelles et leur contexte de vie. Et je trouve que c'était très marquant parce qu'on voyait qu'en fait, dans un hôpital où on est tous au même endroit, on a chacun nos vécus, chacun notre façon de voir les choses, et on est tous là pour des choses totalement différentes. Et ce qui amène que en fait, chaque patient aura un soin qui sera différent. Et donc la prise en soin de tous les patients, elle doit être vraiment centrée sur lui-même et pas standardisée. Et dans le même sens, ça illustre aussi cette notion de disponibilité du thérapeute. En fonction de ce qu'on a vécu la veille, de nos moments de vie actuels,
on ne sera pas dans la même disponibilité qu'un autre jour. Et des fois, comme on a eu un peu des retours d'expérience, c'est difficile de mettre de côté ses problèmes personnels et son vécu aux besoins du patient. D'autant plus quand les contextes de vie ou les antécédents du patient vont faire résonance à ce que nous on a pu vivre. Là justement, cette vulnérabilité elle prend du poids et la disponibilité elle n'est pas toujours évidente à mettre en place. Et une autre notion qu'on a évoquée aussi, c'est la notion de soignant. Qu'est-ce qu'implique d'être soignant? Parce que comme j'ai évoqué, la disponibilité elle est certes pour le patient aussi, mais en tant que thérapeute, pour être disponible, il faut qu'on ait des ressources matérielles. Et malheureusement, dans le contexte actuel, les ressources ne sont pas toujours disponibles. Et les institutions font que des fois, être disponible, on aimerait bien, mais on n'a juste pas les moyens pour. Et que, du coup, en tant que soignant, ça entraîne une souffrance de la part des soignants. Quand on fait des gardes de 12-24 heures, c'est difficile d'être disponible à la fin. Et que, du coup, la souffrance qui est engendrée pour le soignant sera transmise en quelque forme aussi au patient. Donc c'est quelque chose qui est quand même important à avoir en tête et à contextualiser quand on prend un patient en charge. Et voilà, globalement. Globalement, mais c'était pas mal ce global. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Ça allait. Merci Hugo. Et il reste un dernier... Ah là, c'est un duo. Votre prénom? Stéphane et Mehmed. Alors nous, on a travaillé dans le labo l'art de laisser advenir, manager la rencontre. On a été un petit groupe de 4, donc on est la moitié du groupe. Et on a été invités d'abord pour se rencontrer, à travailler en binôme, en échangeant sur une rencontre qui avait été particulièrement marquante dans notre univers professionnel en lien avec le soin. Donc on a commencé du coup 2 par 2 et puis on a pu échanger après en groupe à 4. Ce qui ressort, c'est toute la notion de temporalité. Donc il a été cédé des concepts, un petit peu de pédagogie avec tout le temps grec avec les 3 aspects. Alors je ne suis pas doctorante, je vais dire ce que je me souviens. Donc on a parlé du chronos, ce temps physique, le temps qui s'impose à nous au quotidien, dans lequel on évolue. On a parlé de l'aion, qui est le temps long, qui est l'éternité. Et finalement, le chronos, qui est le juste moment, le temps dans lequel on peut inscrire cette relation. Et du coup, après, on a été invité à faire un cas pratique qu'Étienne va vous présenter. Emmanuel, pardon. Du coup, en fait, on s'est questionné sur un cas particulier qui nous a été donné. Donc, pour resituer, c'était une famille qui éduque un enfant qui est susceptible d'avoir des troubles de la sphère autistique. Et donc, ils sont assez vulnérables par toutes les incertitudes malgré de nombreuses prises en charge. Et du coup, ils sont pris dans un circuit de médecine neurodéveloppementale très loin de chez eux. Et du coup, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a pas mal de tensions en fait dans la prise en charge, dans l'organisation familiale, dans la manière dont les parents vont amener l'enfant à l'hôpital. Et on va voir que l'institution, la manière d'organiser le soin, peut-être le manque de plasticité et d'adaptabilité de la structure ne permet pas une prise en charge optimale. Donc on s'est posé la question de la limite de la rencontre. Qu'est-ce qui limite une rencontre? Qu'est-ce qui la suscite? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Voilà, dans tout ce questionnement. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que ça, il me semble. Peut-être que les autres peuvent compléter, mais il me semble que... Alors, je suis Emmanuel, donc je suis ostéopathe également. Je suis enseignant à l'école de Saint-Étienne en éthique et en épistémologie. Et Stéphane L'Enfant, je suis manager, je suis responsable des soins dans une clinique de SSR à orientation gériatrique proche d'Annecy. Et pour clore juste cette petite présentation, je vais vous partager la phrase qui a clos l'atelier. La phrase de Simone Veil, « L'attention est la forme la plus pure de la générosité ». Merci beaucoup.
Juste une précision, Simone Veil, il y a 2 Simone Veil, une avec un V, une avec un W. Il s'agissait ici de la philosophe et non pas de la femme extraordinaire par ailleurs qui a travaillé sur la question de l'avortement. C'est bon, tout le monde est passé sur son atelier. Peut-être que maintenant... Où est-il, Romain? T'es là? Qu'est-ce que je fais là? C'est la fresque, non? Je vais te repasser le... Mais il y a quelque chose à faire sur la fresque. J'ai peut-être une question. Est-ce que vous avez tous et toutes déjà posé des post-it sur cette fresque autour de ces 3 questions qui sont posées depuis ce matin, qui se posent à nous, qui sont aussi dans le livret qui vous a été remis ou en tout cas qui était à disposition? Ouais, parce que je pense qu'à un moment donné, on travaillera dessus. Bon, alors, si c'est fait, moi, je vais m'éclipser. J'ai terminé mon rôle d'animatrice du jour. J'ai peut-être remporté le Graal pour aller au JT de 20h. Et je te laisse maintenant la parole. Et merci pour tout. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces échanges qui ont été hyper riches. Je pense que je ne suis pas le seul à le penser. De toute manière, je pense qu'il y a aussi un élément visuel pour soutenir cette thèse, le fait que les échanges ont été particulièrement riches et productifs. Donc vous avez joué le jeu, merci beaucoup, des post-it sur cette fresque avec ces fameux 3 encarts. C'était un peu, du coup, on va dire, l'objectif final, la destination de ce voyage que vous avez fait du coup, au sein de ces ateliers, de ces labos. Avec du coup ces 3 encarts, donc le soin, c'est quoi pour moi à la base, en fait, avant de venir? Comment est-ce que vous voyez le soin? Qu'est-ce que c'est prendre soin? Au milieu, le soin, c'est aussi ça. Ça veut dire, voilà, vous avez discuté pendant ces labos, vous avez échangé, cogité peut-être ce matin autour d'un film ou de discussion. Bon, voilà, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Et ensuite, et maintenant, on fait quoi? Donc 3 encarts avec pas mal de post-it. Bon, pendant que vous débriefiez un petit peu, j'ai pris quelques petites notes, mais voilà, l'essentiel, je pense que l'essentiel de la séquence qui va venir, qui est celle-là, la dernière escale de notre voyage, les horizons du soin, c'est avant tout de me taire, ce qui m'arrange parce que je suis très fatigué, et de vous donner la parole en faisant circuler un petit peu le micro en vous lançant un petit peu sur ces 3 dimensions successivement, et voilà, pour essayer d'échanger un petit peu ensemble sur la manière avec laquelle vous vous êtes approprié ce sujet du soin. Alors, peut-être commencer du coup dans l'ordre chronologique, qui est celui qu'on vous proposait. Le soin, c'est quoi pour moi? Vous avez répondu à cette question qui semble simple, en fait, mais on a vu aujourd'hui que c'était peut-être pas si évident que ça. Jean-Philippe, ce matin, tu posais des questions parfois un peu piégeuses. Et effectivement, ça souligne quand même bien que quand on pose la question de c'est quoi le soin pour moi, c'est peut-être pas toujours si évident que ça de répondre. J'ai noté quelques petits éléments qui m'ont fait un petit peu tilt et qui faisaient un peu le pont sur à la fois ce que vous avez dit là pendant le débrief, mais aussi ce matin. J'ai noté, alors je vais évidemment pas citer tous les post-it, mais j'ai noté les notions d'empathie, les notions d'attention, de disponibilité, évidemment, c'est des mots que vous avez entendus aussi dans le débrief. Quelque chose qui traduit quand même effectivement un lien vers l'autre, une disponibilité vers l'autre. Mais justement, cette notion de disponibilité, vous l'avez aussi beaucoup nuancée à l'oral, mais ce matin, on a aussi eu l'occasion de la nuancer en se disant que oui, disponibilité, mais on ne parle pas forcément de se mettre à disposition à corps et âme, par exemple. Être disponible, c'est aussi une question de mesure. Et il y a eu à un moment donné dans ces débriefs cette question de la mesure, cette question d'un balancier, je ne sais plus qui faisait la métaphore d'une sorte de balancier, cette question d'équilibre, finalement. Moi, la question, alors je vous spoil un petit peu, on a tourné un épisode du podcast à midi là, avec Didier entre midi et 2. Je vais vous poser une question que je lui ai posée, puis ensuite, du coup, on pourra embrayer sur les différents sujets que vous trouverez intéressants ou pas. C'est justement cette juste mesure dans la disponibilité, c'est-à-dire se mettre à disposition, oui et non, trouver justement cette bonne mesure dans être à l'écoute et dans l'empathie pour l'autre. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait très concrètement pour trouver cet entre-deux, ce juste milieu pour prendre soin sans se détruire soi-même, soignant ou soignant? Elle est là la question. Est-ce que vous avez une réponse à m'apporter? Ouais. En vous entendant, ce qui me vient tout de suite, c'est de dire on s'entoure.
On s'entoure de pairs, de personnes qui font la même chose que nous. On s'entoure de personnes un peu plus qui font autre chose de complémentaire, mais qui viennent aussi éclairer. Et voilà, et on parle ensemble, on échange, on réfléchit, on se fait accompagner aussi dans des pratiques de supervision, des choses comme ça. Voilà, spontanément, c'est ce qui me vient. C'est intéressant parce que du coup, pour créer les conditions du lien, il faut déjà faire du lien. Au final. J'ai embrayé directement sur cette question, mais est-ce que éventuellement l'un ou l'une d'entre vous pourrait expliquer, peut-être à partir des ateliers, de vos réflexions, de là ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que c'est le soin pour vous? C'est le moment pas évident où j'ai lancé une question un peu trop large et où personne va s'accrocher au wagon. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me sauver. Bien sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait me sauver. Moi, je vais pas forcément te sauver, mais je veux finalement faire Merci. un tout petit pas arrière. Non, mais je vais essayer de te sauver par la suite, mais je voulais faire un pas arrière parce que souvent, en fait, aux étudiants, en tous les cas, je leur dis je suis disponible, mais je ne suis pas à votre disposition. Ça veut dire qu'en fait, dans le champ du soin, cette disponibilité, elle vient signifier d'abord le champ d'ouverture et de possibilité, mais elle vient aussi possiblement donner le lieu d'un contrat, en fait, quelque chose qui peut se contractualiser dans la relation, et aussi, comme l'a évoqué Didier ce matin, quelque chose d'un don et d'un contre-don. Dans la disponibilité, il y a bien finalement deux personnes en présence et en coprésence, et du coup, il y a quelque chose voilà, qui devient possible. La disposition, ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui, un peu comme ça, comme on claquerait des doigts, vient utiliser l'autre quand lui l'a décidé et pas forcément quand l'autre précisément le souhaite. Et je crois que dans le contexte du soin, sauf situation d'urgence, sauf nécessité, sauf extrême et grande vulnérabilité, il me semble, en tant que vieille infirmière, que c'est possible quand même de venir, par des propos tout à fait nuancés, restituer au patient ou à la personne malade, ben oui, je suis disponible, mais je ne suis pas forcément à disposition. Ça veut dire que même dans la relation de soins, on peut attendre de l'autre malgré tout, et particulièrement en psychiatrie où j'ai exclusivement travaillé, on peut attendre que la façon dont il nous demande quelque chose, eh bien, voilà, ce soit fait avec les formes, voilà, sauf situation extrême, sauf patient extrêmement délirant, etc., etc. Il y a beaucoup d'exceptions. Mais je crois que la disponibilité nuancée avec la notion de disposition, ça peut nous permettre aussi d'avoir des garde-fous, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, qui nous permettent justement de ne pas basculer dans une forme de souffrance au travail aussi. Quant à la question du soin, eh bien, si tu peux la reformuler, je verrai si je peux t'aider. Ouais, tu sais, j'ai énormément de questions qui me viennent après cette explication-là, notamment sur disposition, disponibilité, etc., et la distinction qu'il faut faire, ou en tout cas la condition, la création des conditions nécessaires pour que cette disponibilité survienne. C'est quelque chose dont on parlera certainement. J'avais noté des choses dans cette direction sur l'encart tout à droite, donc effectivement, et maintenant comment on fait. Et se posait plusieurs fois la question de comment on crée justement les conditions de cette disponibilité. Parce qu'on peut les créer de manière coercitive, c'est-à-dire que soyez à disposition d'eux, effectivement, mais là du coup, on n'est pas dans le soin, quelque part. Donc on posera cette question quand on sera dans ce troisième encart. Est-ce que déjà sur cette question, justement, disponibilité, disposition, etc., est-ce que quelqu'un veut rebondir? Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Nathalie. Merci. Je me disais juste que ce qui me semble important aussi, c'est ne pas résumer sa vie à son activité professionnelle. C'est-à-dire on a une vie en dehors du travail, même si on passe du temps à travailler, même si on est impliqué, même si on donne plus de temps que le temps demandé, etc., le temps contractuel. Mais dans l'idée de s'entourer, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, mais il y a une autre vie que la vie dans un milieu professionnel. Et si on tend vers cet équilibre de vie, j'ai d'autres activités en dehors de mon métier. Je vois d'autres personnes qui ne sont peut-être pas de cet environnement-là. Je m'intéresse à d'autres choses, etc. Il me semble que ce sont des facteurs de protection
qui permettent aussi de revenir au travail avec plaisir, avec enthousiasme, en ayant vécu d'autres choses, en ayant partagé d'autres choses. Et je crois que c'est très très dangereux quand on est, je bosse 7 jours sur 7, j'y suis tôt le matin, je termine tard le soir, et qu'à un moment donné, on est comme le hamster dans sa roue, on ne s'en rend même plus compte. Et c'est peut-être là qu'on arrive à des situations d'épuisement. Donc il y a plusieurs facteurs de protection, mais cet équilibre vie privée, vie professionnelle qu'il faut trouver, qui n'est pas simple, avec des vies personnelles qui sont parfois fatigantes, épuisantes, aussi très sollicitantes. Mais chercher à quel moment on met une frontière. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la frontière? À quel moment il est raisonnable que je m'arrête de travailler? À quel moment je dois m'arrêter de travailler pour prendre soin de moi, pour être capable de recommencer le lendemain? Puisque voilà, chaque jour nous oblige à recommencer. Il me semblait que dans l'équilibre vie privée vie professionnelle, il y avait quelque chose à creuser. Et là, j'interpelle chacun d'entre nous, parce que je pense que ce sont des questions qu'on se pose facilement. Et on n'arrive pas à les résoudre, mais on n'arrive peut-être pas à les résoudre parce qu'il y a quelque chose où on n'ose pas dire aussi peut-être stop. Dire non, c'est pas dire un non définitif, c'est dire non, pas maintenant. C'est comme ce que tu disais, Sonia, c'est je suis disponible, mais pas maintenant. Donc je suis pas à disposition. C'est pas le bon moment. La question du kairos, c'est pas le bon moment. Enfin. Oui, Jean-Philippe. Pour prolonger, parce que tu es un amateur de heavy metal, Pour rien te cacher. Je renvoie, il y a un texte d'Hartmut Rosa sur une sociologie du heavy metal, et en fait, dans lequel il dit une des caractéristiques du heavy metal, ça a été des formes d'activité artistique qui a su résister à l'industrie culturelle. Et en fait, pour éclairer ça, il questionne donc au fond ce que c'est qu'un régime d'indisponibilité d'un certain type d'expression esthétique, ici le heavy metal. Et en fait, il généralise cette question en disant que le capitalisme tardif a eu cette capacité d'étendre le régime de la disponibilité à toutes les sphères de l'existence, le monde des choses inertes, mais aussi le monde des relations. Et l'industrie de santé dont je parlais tout à l'heure dit ça. C'est-à-dire que finalement, cette force du capitalisme tardif, c'est finalement de faire en sorte effectivement que le soin soit rentré dans des logiques de production, alors qu'on attendrait qu'il soit des pratiques de coopération, qu'il soit de mise à disposition, alors qu'en fait il y a quelque chose qui est du registre justement de l'indisponible. Et l'exemple que prend Rosa en fait au début de son livre pour parler d'indisponibilité, c'est le flocon de neige. Je peux le regarder, mais je peux rien en faire. Il fond sitôt, et pourtant c'est décisif. Donc on retrouve les flocons de neige de tout à l'heure. Je peux effectivement m'en servir pour refroidir mon eau, mais donc ça pose cette question-là. Donc c'est comment il y a dans la question du soin une faille poétique, mais qui est aussi une brèche politique à l'égard de toutes nos volontés d'arraisonner le monde et le mettre à disposition. Et on s'est abstenu depuis ce matin de ne pas trop politiser, mais à un moment donné, il y a des querelles anthropologiques entre des rationalités qui veulent que tout soit disponible, y compris les soignants, et d'autres rationalités qui promeuvent d'autres manières de faire monde. Voilà, c'était une manière de dire mettre un peu de heavy metal, mettre du lourd, du heavy metal. Pour finir une journée, c'est pas mal. Alors, c'était vraiment pas dans mon bingo du jour. C'était vraiment pas dans mon bingo du jour d'avoir du heavy metal dans la journée des valeurs du soin. Mais écoutez, c'est avec grand plaisir que j'accueille le métal parmi nous. Je ne serai peut-être pas le seul. Est-ce que ça évoque des choses à quelqu'un, cette question? Oui, François. Et peut-être intéressant de voir dans le contexte, enfin le concept, pardon, d'une seule santé dont on parle beaucoup, la notion de One Health, l'intérêt de prendre soin aussi de la nature, des animaux, et comment se prendre soin va aussi nous garantir en tant qu'humains à avoir du soin. En gros, si je ne prends pas soin de la nature, comment la nature ne va pas prendre soin de moi aussi. Et donc on voit bien que cette relation, elle va dans les deux sens, et que ce n'est pas unilatéral, et que dans la notion de prendre soin, il faut qu'il y ait deux personnes, enfin en tout cas
personnes ou éléments qui nous renvoient quand même quelque chose. Et on n'arrive pas à prendre soin, on ne va pas recevoir non plus du soin. Voilà, c'est ce que je voulais développer. C'est quelque chose que vous avez noté d'ailleurs sur la fresque, c'est cette notion de réciprocité, en fait. Qu'on peut prendre soin en prenant déjà soin de soi-même, mais aussi en prenant soin d'une relation, finalement. Le soin, c'est une relation. Donc ouais, effectivement, c'était quelque chose qui était particulièrement remonté dans les éléments que vous avez pointés. Marco, c'est quoi le soin pour toi ? Tu es censuré, Marco. Ouais, non, je me suis auto-censuré. Non, je rigole. Et oui, effectivement, moi, j'ai écrit, parmi les mots que j'ai écrit récit, parce que j'ai suivi le labo sur les biographies hospitalières qui a résonné beaucoup avec le film dont on a parlé ce matin, même si la séquence que j'ai choisie de Akira Kurosawa n'était pas la plus, disons, ça portait pas spécifiquement sur le récit, mais le film, par contre, est plein de récits de vie et de histoires. Et j'ai spontanément, mais il n'y a pas une réflexion assumée, mais je l'ai associé ici comme si dans ma tête, le récit, c'est une forme, ça peut être une forme d'antidote à la solitude, à l'isolement. Et voilà, je me suis dit que le laboratoire même m'a fait réfléchir sur ce patrimoine qu'on a, ce patrimoine d'expérience, de vie, qui est toujours avec nous, et comme on disait dans le laboratoire, souvent les gens, mais nous-mêmes, on ne pense pas être digne ou avoir un intérêt à raconter quelque chose, mais cet aspect, cette action de raconter sa propre vie, de la reformuler et peut-être, chose très intéressante, exercice très intéressant, de la voir réécrire par d'autres, tout ça, ça crée des liens, ça produit un dialogue intérieur, ça produit un mouvement. Et voilà, encore le discours abouti, mais j'ai l'intuition forte que cette pratique de raconter, de se raconter, c'est strictement lié aux soins. Et dans un monde dans lequel on parlait même dans la pause avec quelqu'un, l'isolement social est une urgence gigantesque. Et donc, on pense aux personnes plus âgées, mais pas que. Voilà, cet accompagnement de vie et cette réécriture de sa propre vie me semble parmi beaucoup de moyens, mais un moyen puissant pour cette flèche-là, pour faire quelque chose, pour trouver des techniques comme le font les collègues qui travaillent sur la biographie hospitalier, mais justement pour adapter des récits et des formes de entrecroisement et de compte de nos expériences adaptées à des situations qui sont toujours variées et évidemment. Mais donc c'est probablement juste une psychanalyse de ma propre intuition irréfléchie et qui m'a porté à associer ces deux mots. Si vous avez des fantômes du même type, c'est le moment pour clôturer cette journée. Des fantômes ? On parle beaucoup du terme de l'autonomie et moi j'aime bien en écho à celui-ci rajouter le terme d'interdépendance parce que c'est possiblement quelque chose qui dans notre société est difficile à penser, à accompagner la dépendance à l'autre, et qui dit soin dit souvent accompagnement de la dépendance. Et je pense que c'est important qu'on
qu'on ne traite pas la question de l'autonomie en dehors de celle de la dépendance et des liens et de ce qui nous connecte. Et entre soignants et personnes soignées, il y a vraiment de cela. C'est deux autonomies qui se rencontrent, mais c'est surtout deux dépendances et deux interdépendances, enfin, ou une interdépendance, quelque chose qui nous relie et qui vraiment nous met voilà, au travail et qui nourrit la pensée collective ou voilà, qu'on fait en commun quoi, autour du soin. Voilà. Dans ce que je capte aussi dans cette question de dépendance, d'interdépendance, il y a un sous-jacent un terme qui a été prononcé dans les débriefs, c'est celui de la vulnérabilité. En fait, c'est que quelque part, s'il y a interdépendance, ça veut dire qu'il y a dans une certaine mesure, une vulnérabilité mutuelle, entre guillemets. Et en fait, je trouve que quelque part, voilà, c'était peut-être une réflexion à voix haute que je vous faisais, mais je trouve que la boucle est bouclée, effectivement, du coup, vis-à-vis des débriefs que vous avez pu faire. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses sur cette notion d'interdépendance, de dépendance? C'est quelque chose que vous ressentez, vous? Alors, pour celles et ceux qui font du soin, on va dire, on a bien compris que tout le monde, dans une certaine mesure, prend soin, mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui, vous évoque des choses, cette question de dépendance, d'interdépendance? Ouais, moi en tant que thérapeute manuel, je trouve que j'y suis très sujet justement, parce que bah, déjà s'il n'y a pas de patient, je n'existe pas, donc déjà par nature, il y a cette dépendance. Mais des fois justement, quand le discours du patient peut faire écho chez moi ou que j'ai envie de répondre à sa problématique et que je sens que bah, j'y suis limité, il y a vraiment cette dépendance de, bah, en fait, je me sens obligé de lui rendre un service, alors qu'en soi, j'ai pas d'obligation de, enfin, j'ai des obligations, mais si j'estime que c'est pas mon rôle, bah, ça reste pas mon rôle et je devrais pas me sentir dépendant comme des fois ça peut arriver. Et donc je trouve que cette notion d'interdépendance, elle est, en tout cas dans mon corps de métier, très présent et que c'est difficile de s'en détacher si on veut être vraiment patient-centré et répondre du mieux possible à la problématique de son patient. Donc voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, juste ici. Pour moi, il y a un vécu autour de quand on rentre dans la case de patient. J'ai l'impression que c'est un passeport à vie, du coup, en fait. C'est celui qui, effectivement, permet de voyager dans le monde hospitalier, mais j'ai l'impression que dans certaines pathologies, on va dire notamment dans le chronique, c'est comme si on n'en sortira jamais. Et il y a un terme qui m'a jamais été employé, parce que scientifiquement pas prouvable, effectivement, on ne peut pas parler de guérison dans la douleur chronique, parce qu'on fait comprendre que ce sera à vie. Donc oui, c'est vrai, mais ça n'empêche. Et moi, j'aime beaucoup les termes en fait de symbolique. Je trouve qu'un soin, c'est aussi parler d'une guérison symbolique. C'est une manière de donner une intention, une foi dans la vie. C'est pas un espoir, mais c'est vrai que tout à l'heure on a abordé dans le groupe cette notion de pouvoir annoncer à quelqu'un qu'il en a pour 2 mois. Je trouve ça d'une violence et basée sur quel chiffre finalement. Donc je trouve que prendre soin et donner soin, c'est parler de cette guérison. Et pour rebondir par rapport à cette notion effectivement d'indépendance, enfin c'est le lapsus. J'aime bien moi ce lapsus. Effectivement, moi je suis passée avec cette notion de guérison symbolique d'une interdépendance à une indépendance finalement. C'est-à-dire une manière de s'élever. Je trouve que l'autonomie, on est quand même rattaché à l'autre dans ce besoin, en fait, finalement. Et que du coup, l'indépendance, ça devient aussi une élévation pour aller mieux, en fait. Merci. Quelqu'un d'autre sur ce sujet? Non, ça a l'air à peu près bon. J'ai encore dans ma besace peut-être un sujet. Là, je vois en termes de timing,
il est 16h15, on peut se laisser voilà, encore 5-10 minutes de débrief, et puis ensuite on fera une conclusion rapide, puis ensuite on pourra échanger. Juste après, j'en profite, hein, alors là j'anticipe totalement, voilà, certains vont boire des coups à la commune, pas loin, voilà, si vous voulez venir boire des coups avec, n'hésitez pas. Voilà, moi je pense que je vais rentrer dormir, mais si vous voulez passer boire des coups, n'hésitez pas. Dernier petit point que je voulais évoquer avec vous, et je l'ai volontairement gardé pour la fin, hein, c'est vis-à-vis de l'ensemble des éléments que vous avez placés tout à droite, c'est-à-dire et maintenant on fait quoi ? Sur ce et maintenant on fait quoi ? Alors j'ai noté pas mal de choses, beaucoup de choses qui sont de l'ordre de sensibiliser, éduquer, former, ce genre de dimension. Alors, encore une fois, je ne vais pas citer l'ensemble des post-it. Vous avez évoqué le fait de sensibiliser par des témoignages, par exemple, d'éduquer pendant les périodes de formation, par exemple. Mais du coup, je vais être un peu provoquant, on va dire, mais c'est aussi pour vous interroger de manière un peu concrète et essayer aussi de faire atterrir tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est pour créer ces conditions voilà, de soins avec tous les prérequis qu'on a identifiés, donc dépendance, interdépendance, vulnérabilité, etc., disponibilité. Bon, pour faire tout ça, d'accord, pourquoi pas sensibiliser, éduquer, former, très bien, mais à qui est-ce qu'on forme pour ça ? Comment on fait ? Sur quelle thématique ? À quel moment ? Concrètement, en fait, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir pour faire en sorte, effectivement, quel moment on trouve ? Quels moyens on mobilise pour réussir cette sensibilisation, cette éducation ? Est-ce que vous avez des idées concrètes ? Alors là, il y a plein d'idées concrètes. Là, je suis ravi. Battez-vous. Ça va être très bref. Je peux même parler sans micro. Ah bon. Le combat n'aura pas lieu. J'en ai un tout petit peu entendu parler, mais du coup, c'est l'occasion de le dire à voix haute. C'est oui. Un des meilleurs moyens aujourd'hui, et à l'heure qu'il est, c'est créer et proposer un deuxième volet de ces voyages au cœur du soin. Et laisser une place anticipée à la créativité dans le cœur du soin, au cœur du soin. Ouais. Qui d'autre avait levé la main ? En tant que patiente formatrice qui intervient justement en conférence, notamment au niveau des associations de patients, l'idée c'est d'intégrer un programme éducatif de santé au niveau des centres d'éducation fonctionnelle, justement pour être à la fois en prévention, en post-opératoire et quand il y a des parcours de soins complexes, s'il y a eu de l'errance médicale ou de l'errance dans la prise en charge. Il y a aussi le projet de faire des conférences dansées au sein des universités pour apporter en fait la parole via le corps justement et faire un pont entre deux mondes qui sont le mouvement de la danse, puisque les danseurs sont connus comme des professionnels dans la connaissance du corps. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Donc là, on ne parle pas on va dire oui, de pratiques de développement personnel ou ce genre de choses. C'est vraiment techniquement prouvé. Donc c'est faire un pont entre ces deux mondes. Et parce qu'il y a l'importance aussi justement des universités de médecine, puisque par exemple dans le cas des douleurs chroniques, on est sur du 40 heures en deuxième année de formation. Aujourd'hui, on sait que ça va toucher à peu près 10 millions de personnes. Une personne sur 5 sera dans sa vie touchée à un moment donné par la douleur chronique. Donc voilà, c'est sensibiliser tout en témoignant, mais effectivement en mettant en place des actions concrètes au moment où justement on parle du soin. En fait, l'idéal, bien sûr, ce serait que dans le parcours de vie professionnelle d'un soignant, donner l'opportunité qu'il puisse se former tout le long. Puisque là, il y a une personne tout à l'heure qui, au sein du groupe, nous expliquait qu'elle a pris, en tant que soignante, du temps sur son temps libre pour venir toute une journée. Donc il y a cette réalité-là aussi, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas eu l'opportunité ou l'organisation possible de venir sur toute une journée complète. Donc voilà. Merci. D'autres idées ?
Je pense que la notion de transversalité est super importante aussi. Ouais, je l'ai eu, C'est-à-dire que c'est bien de... On parle, enfin voilà, on parle de l'écosystème en fait du soin. Donc il y a le patient, il y a les professionnels du soin, il y a les aidants aussi. Et je pense que ce serait intéressant peut-être de trouver des espaces d'échange en transversalité entre tous ces acteurs-là pour les faire dialoguer, pour que le patient puisse exprimer son ressenti, parce qu'il le fait, envers voilà, ses proches, le soignant, la commission des usagers aussi éventuellement, dans les instances de l'établissement, enfin de l'hôpital ou de la clinique. Après, je pense que les moments de dialogue sont importants. Sur le ressenti, sur le fait que les soignants aussi, comme on l'a entendu dans notre atelier, sont en souffrance et que le patient puisse entendre cette souffrance, même si c'est beaucoup dans les médias et tout ça, mais que ce dialogue puisse s'instaurer, que les instances hospitalières aussi de gouvernance puissent en prendre vraiment connaissance et s'en saisir. Et puis, il y a un modèle qui est intéressant qui se développe dans certains hôpitaux, enfin qui vient des États-Unis, comme beaucoup de choses. C'est le modèle de l'hôpital magnétique où on a, alors là on parle de l'organisation de l'hôpital, où on a une décentralisation des instances directionnelles sur ceux qui sont au cœur même du soin, c'est-à-dire des directeurs de pôle, qui vont pouvoir eux-mêmes décider, en tout cas demander et décider des budgets qui vont être alloués pour certaines actions qu'ils veulent mener, etc. C'est une décentralisation des besoins finalement, et en tout cas de comment ils vont être recueillis, et une responsabilisation justement plus que dans les sphères de direction, mais dans les sphères soignantes vraiment, qui sont vraiment en prise avec les patients, et donc certainement plus en écho avec les besoins qu'ils ont à leur niveau. Merci. Je crois qu'il y avait une idée là au fond. Oui, peut-être revaloriser dans le parcours de formation les sciences humaines et les humanités. Je crois que ça a été fait notamment à la chaire de philosophie à l'hôpital à Sainte-Anne, avec Cynthia Fleury notamment, mais je pense que c'est ce que vous faites aussi au sein de l'institution. Et puis pas forcément de l'identifier par exemple en fin de parcours ou uniquement en début de parcours. C'est-à-dire par exemple en ostéo, l'éthique c'est fin d'année, fin de cursus. Les étudiants, ils ont déjà fait. Ok. Ou alors, effectivement, par exemple en médecine, souvent c'est première, deuxième année, puis après on n'en entend plus parler. Et dans les enseignants aussi, faire de la formation de formateurs, parce qu'en fait, des fois en tant qu'enseignant de ces disciplines, on se trouve un peu esseulé, parce qu'en fait les autres n'ont aucune considération pour ces questions du soin, ne savent même pas ce que c'est que le soin. C'est surprenant, mais c'est un fait. Du coup, là, la question, c'est d'essayer de distiller ça, pas uniquement soit en début, soit en fin, soit en milieu, mais en fait tout au long de la formation, et surtout en formation continue, on ne cesse de progresser dans ces questions, quoi. Merci. Alors, s'il y a une deuxième journée des voyages au cœur du soin, je trouve que ce serait intéressant qu'il y ait, en plus des soignants, des patients, des chercheurs et des doctorants, qu'il y ait des directeurs d'hôpitaux et directrices d'hôpital. Je pense que ça serait bien, et qu'il reste vraiment la journée pour qu'on puisse se rencontrer, dialoguer, et que ces espaces de dialogue les concernent aussi, ça c'est clair. Et puis des citoyens lambda, enfin voilà. Si on parlait de ce quoi, je sais pas comment on dit, ce trépied avec 4 pattes, voilà, les patients, les soignants, les citoyens et l'État, enfin voilà, c'est aussi dans ces journées qu'on peut en parler. Et deux autres idées auxquelles je pense, mais qui sont déjà en œuvre. Il y a une formation qui s'appelle Dernier Secours, qui accompagne les citoyens justement à comment... c'est quoi les moments de la toute fin de vie, comment on se forme, comment on sensibilise, et
parce que ça va arriver, hein, tout le monde, à un moment donné de sa vie, d'accompagner un proche. Et puis, autre chose qui s'appelle les communautés compatissantes ou réseaux de solidarité, qui est né dans d'autres pays, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Québec, Népal ou d'autres, et puis qui, à mon avis, peuvent être en tout cas inspirants pour notre société à nous. Voilà. Merci. D'autres idées brillantes? Ou pas brillantes, hein, si vous voulez. On prend tout. Surtout pas. Surtout pas brillantes. Non, c'est à peu près bon. Bon, on est pas trop mal, hein, niveau timing, hein, de toute manière. Ok, il n'y a pas de regret, hein, on est sûr. Bon, bah, s'il n'y a pas de regret, c'est bon. Dans ce cas-là, je pense que c'est l'heure de clore cette journée. Je vais laisser la parole à Didier Vinot, Jean-Philippe Pierron et aussi peut-être d'abord à Monsieur Blanchardon qui doit s'éclipser assez vite. Donc je vais vous passer la parole en premier lieu. Et puis commencer d'ores et déjà à vous remercier d'être venu, mais vous allez l'entendre de 3 manières différentes. Merci beaucoup Romain. Effectivement, je serai obligé de vous quitter rapidement, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de à participer à cette journée pendant toute la journée, à la fois sur le temps du matin, avec une présentation, partager un regard croisé entre les professionnels, les patients, le monde académique sur ce sujet-là. Mais surtout, ce qui était extrêmement intéressant, c'était les ateliers. Et notamment dans l'atelier dans lequel j'étais sur la délicatesse, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément les questions sur finalement des mots simples qu'on a l'habitude d'utiliser ou non d'ailleurs, mais qui ont un vrai sens et sur lequel il est important de se poser, de prendre du temps. C'est vrai que la valeur du temps a été beaucoup rapportée aujourd'hui, où on est dans un monde où on n'a pas le temps. Et finalement, est-ce que la recherche du temps, ça va être une recherche finalement qui n'aboutira jamais, puisque on aura toujours des difficultés avec cette notion de temps, donc il faut essayer de la dépasser, essayer de trouver des moyens, en dehors de cette notion de temps, de pouvoir considérer qu'on apporte un soin à une personne, qui soit malade ou pas d'ailleurs, hein, puisque dans la vie quotidienne, on peut apporter du soin aux autres. Et cette notion n'est pas forcément incompatible avec la notion de temps et de disponibilité, et qu'un regard bienveillant, appuyé, une parole, une attention, c'est aussi ça, prendre du soin, et ça manque beaucoup dans notre société aujourd'hui. Et c'est d'abord parce que ça manque à notre société qu'on n'est plus habitué finalement à prendre soin, et que même dans les lieux où il faut prendre soin, puisque finalement l'établissement de santé, le lieu de soin, la rencontre avec son médecin, c'est finalement on attend ce soin, et finalement on perd cette notion parce que dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude. Et donc je vous remercie vraiment d'avoir donné l'occasion à tous les participants, à nous aussi, usagers de la santé, représentants des patients, de pouvoir prendre une journée pour essayer de retrouver ces notions fondamentales qui sont essentielles à la société et aussi à la santé. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup François, merci à notre parrain. Et on gardera que c'était le parrain de la première. Ou l'unique, enfin on verra, mais enfin en tout cas, ça restera quand même le parrain, tu resteras quand même le parrain de la première journée. Voilà, indépassable. Au revoir. Jean-Philippe, il est temps je crois qu'on se dise tous merci. Oui, on va se dire merci. Donc en fait, tu vas dire merci à Romain et à Marco et à Julie qui ont fait tout ce travail dont on ne parle pas, ouais, mais qui est fondamental. Hein. Donc je te laisserai le dire. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir en partant? Surtout pas de synthèse. Les synthèses sont toujours gouvernementales. On clôt ce qu'on a cherché à ouvrir. Donc surtout pas clore. Je me dis peut-être que je pourrais vous offrir une question. Est-ce que vous pensez qu'une société sans soins serait désirable?
qui est-ce qui répondrait oui? Oups. Alors, non, je l'inverse. Alors, qui est-ce qui pense qu'une société avec du soin est désirable? Il y en a qui s'abstiennent? Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on lève la main? On fait en sorte qu'une conviction personnelle, en se visibilisant, devienne une posture politique. Nous pensions que les questions sont minoritaires. En fait, nous sommes majoritaires. Donc au travail. Ça, c'était une vraie conclusion d'ouverture, et effectivement, pas de synthèse. Donc on travaille. Merci à vous tous d'avoir fait ce pari un peu fou, de prendre une journée sur votre temps pour vous embarquer dans un voyage au cœur du soin en se demandant mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi ce truc, ça m'intéresse vaguement, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc vous nous avez accompagnés dans cette folie, ou en tout cas une expérimentation. On verra après comment tout ceci évolue et se transforme. Quelques éléments pour la suite. Si vous voulez continuer à prolonger le dialogue, les échanges, la méditation, la chaire a fait un podcast depuis quelques mois déjà, et donc il y a 4 épisodes, 5, que vous pouvez donc télécharger. Voilà, c'est Romain qui est en charge de la production de ce podcast, qui renvoie des témoignages et des réflexions. Donc, vous pouvez le prolonger de ce côté-là. Il y a les 3 formations dont on vous a parlé, donc vous pouvez aussi vous renseigner. Je pense qu'elles seront, alors évidemment, ça sera dans un autre format, dans un autre contexte, mais l'état d'esprit sera assez proche finalement de ce qu'on aura vécu au cours de cette journée. Et puis, ça n'est pas une formalité. Je voudrais remercier ceux qui ont largement contribué à l'organisation de cette journée, parce que si ça vous a paru fluide, agréable, j'espère, c'est parce qu'il y avait toute une organisation, toute une préparation en amont extrêmement importante. Donc le service PAVM de Lyon 3, le CEL, qui se cache derrière ça. Voilà, qui sont tout au fond, qui vous ont filmé, capté, et puis ils vont après nous transformer, on ne sait pas trop comment, à partir de ce qui a été mis en boîte. Voilà, c'est une association de production audiovisuelle particulièrement dynamique. Bien sûr, remercier tous les membres de la chaire Valeurs du Soin, Julia, Sonia, Marco, Maude, Valentine, Roxane, Célia, et puis tout particulièrement un mot pour Nathalie, même si elle a dû partir. Vous avez vu à quel point, avec quel brio elle a pu nous organiser, enfin être le fil rouge dans l'animation de cette journée. Je garde un ultime mot, vous l'avez compris, pour celui qui est la cheville ouvrière de cette journée et sans qui nous n'aurions vraiment rien pu faire. Romain Poncet. Voilà, donc comme Romain l'indiquait, pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut continuer à boire un coup à la commune, continuer les débats, ou d'une manière ou d'une autre. Merci encore à vous tous, et puis prenez soin de vous. Et je vole la conclusion directement, juste pour vous dire un tout dernier truc. On vous a passé des petits fascicules au tout début à l'accueil. Vous avez peut-être dû les voir. Sinon, il y en a une pile là-bas. Si vous retournez ce fascicule, alors vous avez pris des notes ou pas, c'est comme vous voulez. Si vous retournez ce fascicule, il y a un petit QR code. Dans ce QR code, du coup, vous pouvez scanner. Et puis, alors, il y a plusieurs questions. En gros, c'est des questions concernant la journée. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé? Puis si d'aventure, il va y avoir une deuxième édition, on fera au mieux pour que ce soit encore mieux que la première. Et puisque vous n'avez toujours pas scanné, parce que vous n'avez pas eu le temps, c'est logique, il y en a un autre de QR code à scanner. Ce QR code, c'est justement si l'ouverture de Didier vous a parlé sur les différents projets de la chaire, à savoir formation, séminaire et également le podcast, je trouve trop pratique que tout se retrouve ici en un scan. Donc n'hésitez pas à y passer. Et puis voilà, on se revoit peut-être pour une prochaine. Ah, et Didier, je pense, veut vraiment me voler la fin cette fois-ci. Non, mais on a... donc on va pas finir comme ça. Juste un petit mot. Jean-Baptiste Capgras, directeur de l'IFROS, qui a animé
un des labos, co-organise un séminaire d'été, une université d'été entre France-Québec sur la question des nouvelles manières d'aborder la question de la santé et d'une santé en dehors des frontières. Donc si vous voulez prolonger aussi, alors là cette fois, là, c'est l'IFROS, donc c'est pas un jour, hein, c'est une semaine. Mais si vous voulez participer à ces universités d'été, vous serez bienvenus. Ça s'annonce tout à fait passionnant. C'est dans 15 jours, Jean-Baptiste, c'est ça, hein? Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous chopez Jean-Baptiste à la sortie et il vous dira tout. Vous allez sur le site de l'IFROS. Ça va pas aller. Donc on ne rentrait pas. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire comme exercice? Finalement, c'est quand même aussi un petit exercice. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, dans les livres, maintenant, les gens, à la fin, ils mettent des listes de remerciements qui n'en finissent pas. Qu'est-ce que ça dit de nos conceptions de l'autonomie quand soudain, on nomme tous ceux grâce auxquels on fait ce qu'on fait, hein? C'est l'autonomie dans la conscience des interdépendances. Donc, au fond, ces remerciements, ils ne sont pas que des convenances, hein. Ils disent c'est comme ça qu'on se tient ensemble, hein. Voilà. Qui dit mieux? À l'année prochaine.